Je vous remercie. C'est effectivement de cela dont je vais parler en vous emmenant du côté de formes un peu bâtardes, bâtardies ou améliorées de procès ou de quasi-procès réinventés, réinvestis par ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Alors, si on avait 3 heures, je vous raconterais à la suite de mon voisin mon expérience de spécialiste de ces questions, confronté à un enseignement d'HGGSP avec mon fils, et notamment de découvrir ce portrait laudateur des gachachas, alors que je connais les pratiques du gouvernement autoritaire. Je ne le ferai pas. Par contre, je vous conseille de lire Alexandra Hauser sur cet enseignement, à la fois de l'histoire en l'occurrence, c'est en Allemagne, RDA, RFA à l'époque, cette histoire de l'enseignement de la Shoah et des procès inclus, et elle montre de manière absolument merveilleuse, dans le sillage de Marie-Claire Lavabre, voilà, dont elle est disciple et dont je suis disciple aussi, pour tout de suite donner ma couleur à la suite de la présentation de Stéphane tout à l'heure. Elle raconte très bien comment, au fond, l'appropriation de ces histoires, de cette histoire, est toujours assez libre et très, très liée aux relations à l'intérieur d'une classe. Et au fond, essayez toujours de faire une mémoire unifiée à partir d'un procès ou d'une histoire bien rangée. Vous pouvez toujours courir. Les appropriations sociales sont très, très variées et l'oubli prédomine, mais Alexandra Hauser le raconte mieux que moi. Alors, je vous remercie d'abord de faire une place aux approches non juridiques. Je sais que je suis dans un moment réservé aux approches non juridiques, donc j'ai eu l'impression d'être invitée comme l'exotique de service et j'ai décidé de jouer le jeu et donc de faire un jeu d'ouverture, ouverture disciplinaire. Je suis politiste, c'est-à-dire un genre de sociologue mieux rémunéré que le sociologue usuel, mais sociologue tout de même, spécialiste de justice transitionnelle. Je ne suis pas la seule ici, je préciserai ce que nous entendons par là, dans des terres plus lointaines, mais aussi en France. Pardon, je vais vous parler aujourd'hui un peu de Rwanda et un petit peu d'Afrique du Sud, mais je travaille sur des choses très variées et c'est vraiment parce que j'ai voulu me soumettre à l'ordre, à l'injonction de Michel Massé que je ne me hasarderai pas davantage dans ces zones-là, puisque je travaille aujourd'hui, j'ai travaillé récemment sur les procès du terrorisme en France. J'ai eu l'interdiction absolue de les évoquer, je le ferai juste un petit peu par la bande, un tout petit peu. Je travaille aussi sur la justice restaurative en France, et notamment la justice restaurative, j'en dirai 3 mots. Donc là, pour l'instant, je me contente de l'expression. La justice restaurative appliquée aux violences sexuelles et intrafamiliales. Et tout cela peut sembler complètement disparate, et en fait, à mon sens, il y a beaucoup de questions communes, et c'est presque par là que je peux commencer. Ce qui est le fond, le fil directeur de mon travail, c'est que je m'intéresse à des situations liminaires qui mettent à l'épreuve la justice pénale. Et la justice transitionnelle est précisément cette réponse, une réponse experte, une réponse internationale, qui tente d'inventer des formes quasi-pénales ou des à-côtés de la justice pénale, à défaut d'abord de pouvoir sanctionner. C'est parce qu'on n'a pas les moyens de la répression qu'on invente d'autres choses. Ça n'est pas juste pour répondre aux attentes des victimes, c'est d'abord parce qu'on n'a pas les moyens de couper les têtes ou d'envoyer en prison un Pinochet ou un autre dictateur encore puissant qu'on invente d'autres formes, mais c'est aussi ensuite pour répondre, et de plus en plus pour répondre aux attentes des victimes, et au-delà pour penser une fonction mémorielle de ces exercices collectifs d'examen du passé qu'on essaye d'investir dans un au-delà du pénal qui a à voir avec la justice restaurative. Alors, très brièvement, je vais revenir sur ces situations liminaires. Je vais, dans un deuxième temps, tout à fait aussi bref, puisque je sens que je suis très bien surveillée, évoquer ces types, ces grandes formes à la fois de procès, plus transnationaux que d'autres, et puis un peu bâtards aussi, comme sont les gachachas, et aussi à certains égards des procès en compétences universelles que j'ai observé moi en France autour du génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis je vais aller voir du côté surtout des commissions de vérité et de réconciliation, qui sont l'institution emblématique de la justice transitionnelle. Et je vais essayer de vous faire entrer très brièvement, toujours, de vous faire entrer à l'intérieur de cette justice ou de cette quasi-justice en train de se faire, pour voir ce que cela joue, enfin, ce que cela donne à voir de l'articulation entre procès et construction de récits, construction d'une mémoire, en précisant tout de suite, Stéphane Michonneau a expliqué ce qu'étaient les généalogies, je me situe là, au bout, entre le poids et le choix.
partage mon bureau avec Marie-Claire Lavabre, donc c'est vous dire que je suis vraiment entre le poids et le choix. Et ce que je vais essayer de vous donner à voir, notamment en entrant dans le fonctionnement d'une commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud, ou en entrant plus légèrement du côté du fonctionnement d'un procès en compétence universelle, l'un des tout premiers procès en 1994, autour de Pascal Simbi Kangwa, cette friction entre le choix et le poids, et plus exactement le fait que ces procès ou quasi-procès ou ces commissions de vérité, elles sont toujours, à mon sens, quelque chose qui lie très fortement des contraintes politiques. La justice transitionnelle, ces situations de sortie de conflit sont des situations où les contraintes politiques sont très lourdes, où on n'a pas les moyens de grand-chose, donc on fait ce qu'on peut. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce sont les routines des professionnels, qui ne sont pas seulement des juristes, et ça, c'est intéressant, on a aussi beaucoup de thérapeutes. Et le troisième élément, et on entre dans ce que Stéphane a évoqué tout à l'heure, mais dans ce qui a été aussi évoqué dans ce moment de comparaison les yeux au radour, c'est-à-dire ce que sont les attentes des victimes et le rôle que jouent ces victimes, quel type de récit, quel type de mémoire elles déposent et quel type aussi de conflit elles ouvrent avec les contraintes politiques existantes. Donc voilà pour l'idée générale. Je peux préciser aussi que je suis du côté critique de la force, mais je crains que vous le soyez tous, en fait. C'est ce que j'ai bien entendu depuis ce matin et aussi en relisant le programme, au sens où je ne pense pas que le procès produise certainement pas une histoire, mais pas non plus une mémoire collective unifiée. Je ne suis pas Noraine, Pierre Noraine. Je pense que ce qu'il est intéressant de regarder, c'est comment ces procès ou ces quasi-procès sont des lieux de mémoire, mais pas au sens d'honorat, des lieux ordinaires de mémoire, c'est-à-dire des lieux d'affrontement, mais aussi des lieux d'ajustement entre les différents récits, entre les contraintes politiques, entre les routines des professionnels et entre ces victimes qui ne sont pas toujours des victimes directes, qui sont le plus souvent des victimes indirectes, et ça suppose aussi un rapport particulier à ces mémoires. Alors voilà pour l'idée générale. Pour moi, la mémoire ne se jauge qu'à partir des appropriations dont elle fait l'objet. Je suis albaxienne de bout en bout et fière de l'être. J'évoque brièvement les formes que je veux évoquer devant vous. Alors je vais d'abord rappeler ce qu'est la justice transitionnelle. Luis Miguel complétera et peut-être corrigera. Pour moi, la justice transitionnelle, c'est quelque chose de très précis. C'est cette expertise, c'est cet ensemble de conseils, de recommandations amenées au gouvernement, plus d'une centaine de gouvernements d'ailleurs depuis les années 1980, des formes de recommandations adaptées à des contextes très particuliers où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. On est dans des situations de compromis. On n'a pas les moyens de, je l'ai dit tout à l'heure, couper des têtes, emprisonner, sanctionner des hommes qui restent puissants et qui sont adossés à des appareils militaires ou à des sociétés civiles assez puissantes. Et donc, on est dans le compromis, le tâtonnement, et les gouvernements démocratiques qui se mettent en place vont inventer des formes de justice non pénales ou très, très secondairement et résiduellement pénales qui vont consister à créer des vérités, des récits véridiques. Alors, ne pas sanctionner pénalement, ne pas non plus sanctionner administrativement, c'est-à-dire que les États restent les États qu'ils étaient, le droit reste le droit qu'il était, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une continuité des appareils administratifs comme des corpus législatifs. Et dans cette situation de continuité, on essaye tout de même de faire un pas vers un rééquilibrage des récits, de faire un pas vers les victimes de violences politiques données pour légitimes par les régimes sortants. Et on va le faire avec des moyens qui ne sont pas les moyens des procès pénaux ordinaires, mais plutôt par les moyens de cette institution emblématique qu'est la commission de vérité et de réconciliation. La justice transitionnelle, c'est une expertise, on sait où elle est née, on sait comment elle se diffuse, on sait quelles sont les organisations, je suis sociologue, donc je les ai un peu traquées de par le monde. Elle propose des solutions qui sont des solutions de belle impuissance, mais qui, dans le même temps, inventent des choses nouvelles qui ont à voir avec une forme de justice restaurative. La commission de vérité et de réconciliation, typiquement, c'est une institution ad hoc qui ne dure qu'un temps, qui confie à des hommes civils, sans rapport très direct avec la politique, sans compétences juridiques particulières, même si on peut compter quelques hommes de droit, on compte aussi beaucoup d'hommes d'église, on compte aussi beaucoup d'historiens, quelques psychologues, donc on a des assemblées diverses qui sont non politiques, qui doivent être non politisées, qui sont là pour
entendre les récits des victimes. Je vous le fais court, il y a eu des évolutions très longues, mais en tout cas l'idée c'est de produire un récit, une vérité sur l'histoire de ces violences, qui rééquilibre sans condamner ou en tout cas sans réprimer, qui écoute les uns et les autres, mais qui dit vous êtes les victimes et vous êtes responsables. Vous, les anciens, par exemple, militaires ou les anciens hommes de ces dictatures, vous êtes responsables de ces crimes-là. Nous allons l'écrire, mais vous n'irez pas en prison. Donc il y a une première chose, un premier geste qui consiste à écrire une vérité qui rééquilibre les statuts et qui reconnaît un statut de victime à ces victimes, avec l'idée de réparation, des réparations symboliques. Leurs noms sont prononcés, ils sont écrits sur des murs. Des réparations financières, ou par exemple, cela peut être frappant, la possibilité pour un fils de disparu chilien ou argentin, chilien en l'occurrence, de ne pas faire son service militaire. Donc voilà, des réparations qui viennent marquer un statut de victime, avec pour finalité que ne revendique pas normalement un procès pénal, une finalité de réconciliation. Finalement, ce magnifique sujet de dissertation, la justice transitionnelle le prend au sérieux. La justice est-elle suffisante pour réconcilier un peuple ? En tout cas, la justice transitionnelle s'y attelle. Alors, la justice transitionnelle, c'est donc une solution de compromis, une solution d'impuissance. Ce qui veut dire que très concrètement, et des études quantitatives larges ont été menées, les procès sont rares. Les procès pénaux sont des formes rares. Ils existent, ils sont souvent très sélectifs dans leur cible. Et je vais juste prendre l'exemple de l'Argentine, très brièvement. En Argentine, on a une politique de justice transitionnelle très usuelle, avec par exemple un premier acte du gouvernement démocratique qui dit « nous allons poursuivre les deux démons ». Les deux démons, ce sont à part égale, de manière symétrique, les hommes de la dictature, les juntes militaires et les appareils militaires ou les appareils policiers, d'une part, et d'autre part, les guérilleros, armés, pas armés, en tout cas, on les met à égalité et on va les poursuivre ensemble. Alors, de facto, ça n'est pas tout à fait ce qui sera fait, les juntes seront poursuivis davantage, mais on a vraiment un principe de mise en symétrie des responsabilités des uns et des autres. Dans cette Argentine-là, on va toutefois organiser un procès des juntes, un procès très, très symbolique, assez fort, qui a été réinterprété généreusement, mais qui reste très sélectif. Et puis un peu plus tard encore, on reviendra sur cette forme pénale, alors soit de manière très sélective sur des auteurs d'actes dits atroces et aberrants, donc toujours de manière exceptionnelle. La justice pénale, c'est la solution de seconde instance dans certains cas exceptionnels. Et puis, on reviendra finalement sur une forme de justice qui est une justice toujours non pénale, mais expressive, déclarative à certains égards, centrée sur l'idée que l'on va dire la vérité toujours sans sanctionner. Donc, si j'essaye de résumer, au fond, la justice transitionnelle, mais la justice pénale en mode mineur. Ça reste une solution rare, une solution de gouvernements qui ont les moyens de mener une politique de sanction des sortants et des auteurs de violences politiques. Ce qui domine, ce ne sont donc pas les procès pénaux, mais ce sont les commissions de vérité et de réconciliation. Depuis les années 1980, on compte plus d'une quarantaine de commissions de vérité et de réconciliation, donc des institutions ad hoc, qui sont intéressantes parce qu'elles aussi pose, énonce un principe de symétrie des responsabilités. Alors je vais vous donner un exemple que je travaillerai un petit peu plus tard, celui de la Commission de vérité et de réconciliation sud-africaine. On est dans le contexte de la sortie de l'apartheid, injustice et spoliation massive, avec aussi des violences physiques principalement concentrées sur la période 1990-1994. Et dans ce cadre-là, avec une transition négociée par le Parti national, l'auteur de l'apartheid, d'une part, et par le Congrès national africain, avec la figure que vous identifiez nécessairement de Nelson Mandela, ce qui est produit, c'est une commission qui veut ne pas criminaliser. Alors la pénalisation est possible et elle restera théoriquement possible, mais elle ne sera pas explorée. Ce que l'on veut valoriser, c'est d'abord une forme d'amnistie, et la réconciliation autour de cette commission de vérité et de réconciliation qui a des caractéristiques frappantes du point de vue de la symétrie des responsabilités. Quand on regarde par exemple son mandat, le mandat définit les victimes comme toute personne ayant souffert dans sa chair de crimes violents. Si j'essaie de faire juste ressortir l'anomalie dans ce que je viens de vous dire, on est dans une situation de sortie de l'apartheid. L'apartheid, je pense que vous seriez d'accord avec moi pour dire que ce sont des injustices sociales massives, avec une population majoritaire ciblée par ces injustices sociales massives. Et ça, c'est une chose que l'on laisse de côté pour ne s'intéresser qu'aux violences physiques
et violence physique qui s'exerce sur tous les corps, sur les corps des militants du Congrès national africain, sur le corps du passant qui traversait un parc dans lequel l'extrême droite blanche avait posé une bombe, sur le corps du soldat du régime d'apartheid tombé au front dans un pays voisin. Tous les corps sont symétrisés et ce qui est retenu, ça n'est pas une question de hiérarchie des causes politiques. On oublie au fond les considérations des victimes et des responsables. On essaie de symétriser, on retient cette souffrance des corps et cette souffrance des proches des morts. Et pourtant, c'est ce que la justice transitionnelle présente comme l'une des institutions les plus abouties. Et de fait, c'est une merveilleuse institution. J'ai beau la fréquenter de manière critique, ce qu'elle fait est tout à fait troublant, avec ce point de départ majeur qui est « nous allons considérer que toutes les souffrances se valent ». Alors, nous allons bien sûr parler de l'apartheid dans le cadre d'audition collective, mais quand nous allons écouter les victimes, ce que nous allons entendre, ce sont ces violences physiques et les conséquences traumatiques qu'elles laissent. Autre élément troublant, le mandat de la Commission de vérité et de réconciliation sud-africaine commence en 1960 et se termine en 1994. Là encore, les vieux parmi nous, et moi la première, qui ai levé le poing plus d'une fois, se souvient bien qu'au fond, l'apartheid, non, ça n'est pas 1960. L'apartheid, c'est 1948. Et même à certains égards, l'histoire sud-africaine, si on s'intéresse à la colonisation qu'a évoqué Stéphane ce matin, l'histoire sud-africaine de spoliation, elle commence au début du vieux siècle, au début du XXe siècle et même auparavant. Curieusement, cette institution emblématique de la justice transitionnelle découpe l'histoire pour partir du moment 1960 où le Congrès national africain, hier pacifiste, entre dans la lutte. Symétrie des causes, on veut une symétrie des responsabilités et une symétrie des souffrances. Ça vous donne le ton de ce que sont ces institutions de justice transitionnelle et de ce qu'elles vont faire. Brièvement, là encore, la justice transitionnelle s'applique à des situations de compromis. On a à la même époque, et ça a été évoqué à l'instant, une autre situation, celle du génocide des Tutsis au Rwanda, qui fait l'objet d'un investissement massif qui, pour certains, relève de la justice transitionnelle, alors même que là, pour le coup, on a une justice du vainqueur. Kagame est vainqueur, et cela doit se savoir, mais avec une série d'expérimentations quasi-pénales, et parfois très pénales, tout à fait intéressantes. Très brièvement, pour répondre à cette demande que j'ai peut-être un peu inventée, mais à cette demande de panorama, le Rwanda, la situation rwandaise est celle qui a fait l'objet d'un traitement pénal le plus poussé. On a rarement aussi bien, massivement, jugé un génocide qu'au Rwanda. On l'a fait pénalement à l'échelle locale, même si ça a été interrompu faute de pouvoir gérer une justice pénale avec, en 1994, de mémoire, 244 avocats et 12 juges, enfin bref, un appareil judiciaire complètement inexistant, mais ils ont tenté de le faire et ils ont jugé. Après cette expérience-là, c'est le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a été mis en place avec, je crois qu'y compris dans les cours d'GSP, on qualifierait ce bilan de nuancé, en tout cas un bilan à la fois intéressant et très contesté, notamment du point de vue des contraintes politiques et des négociations entre le gouvernement rwandais et le TPIR, mais je vais passer parce que c'est autre chose qui m'intéresse. Les gachacha, que vous connaissez sans aucun doute et qui sont pour le coup sans doute la forme principale de justice, et je vais revenir là encore sur un aspect de cette affaire qui m'intéresse, ou encore les procès en compétence universelle, dont certains ont été menés en France, enfin plusieurs d'ailleurs, je les ai observés pour certains intégralement, donc une forme d'enchaînement d'expériences de justice. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir le rôle, là encore, non pas de la symétrie, puisqu'il n'y a pas de symétrie, on a un vainqueur, on a un récit qui s'impose très fortement, le récit formalisé par le gouvernement Kagame. Mais ce qui m'intéresse, c'est la variation de la place laissée aux victimes dans ces solutions-là. Alors au TPIR, qui est à certains égards une merveille juridique, on prend le temps de bien juger, mais parfois on violente les victimes, ou en tout cas on leur impose un contre-interrogatoire assez massif, et on sait que, par exemple, pour les violences sexuelles, ça a pu être tout à fait abrupt lorsque des victimes ont été interrogées sur ces expériences. Donc, très bel édifice juridique et expérience assez redoutable pour les victimes. Du côté des gachacha, c'est à peu près l'inverse, très fortement contesté sur le plan de leur qualité juridique, mais cette fois, la victime pouvait même être le juge. Donc,
une forme d'inversion des rôles, mais c'est intéressant du point de vue de la variation des récits et des mémoires qui peuvent se déposer devant l'un et l'autre de ces organes ou de ces institutions, devant le TPIR, qui avait une prétention d'écriture de l'histoire. On écrit une histoire sans les victimes, ou en tout cas à partir d'autres éléments que leur vérité subjective. Les Gachachael sont des séries de vérités locales qui prennent le temps d'entendre certaines victimes qui pourtant peuvent être aussi brutalisées à l'échelle de ce village. Je continue mon petit panorama. Du côté des procès en compétence universelle, ce que moi j'ai pu observer, c'est que, au fond, initialement, ce que jugent ces procès, c'est là encore quelque chose de très ambivalent. Est-ce qu'on juge le génocide des Tutsis, on le fait en France, 20 ans après, sur des bases assez filandreuses, ou est-ce qu'on juge la responsabilité du rôle de la France? Et ça, c'est en permanence un balancement qu'on observe dans ces procès-là. Ou autre question encore, qu'est-ce qu'on juge dans ces procès? Est-ce que l'on tente de réconcilier un peuple? Certainement pas. Les Rwandais n'en entendent pas parler. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On invente une mémoire? Non, pas davantage. Sinon, une mémoire française, une mémoire très française. Et on essaie de construire un récit audible par un juré populaire de cour d'assises. On est dans un cadre de cour d'assises ordinaire. Et c'est assez fascinant de voir qu'en 8 semaines, on essaye de raconter un génocide en satisfaisant à des critères juridiques assez intéressant, mais pas toujours respecté, tout en étant pédagogique. Et ça donne des formes de simplification de ce qu'est un génocide qui sont assez fascinantes à observer. Avec une autre caractéristique intéressante, c'est que progressivement, au fur et à mesure de ces procès, les victimes se voient faire une place de plus en plus importante. Et les derniers procès, notamment le procès Buchibaruta, a été le lieu de récits de veuves Tutsis venues spécialement du Rwanda, et pas toujours de Kigali, parfois de plus loin, pour raconter ce qu'avait été le vécu du génocide. Donc voilà, toute une série d'expériences qui relèvent peu ou prou de la justice transitionnelle et qui sont animées par un balancement assez curieux, qui hésite quant au récit qu'il s'agit de produire et qui font une place très variée aux victimes. C'est mon troisième et dernier temps, et c'est un moment où je vais tenter de vous faire entrer dans au moins une de ces instances, ce balancement entre la justice restaurative, une forme de justice restaurative, et la pénale qui affecte ces formes quasi-pénales et parfois pénales d'examen collectif de grandes violences et de crimes d'État. Alors la justice restaurative, il faut quand même que j'essaie de la définir un peu. Elle existe en France depuis 2014. Est-ce que j'essaie de voir si les yeux brillent? Ce n'est pas absolument certain, donc je vais aller un peu plus loin. La justice restaurative en France, c'est un dispositif en règle générale post-sententiel, en complément de la justice pénale, assez peu développé, mais pourtant devenu un droit à la fois pour les auteurs, c'est le terme qui est employé, pour les criminels, aussi bien que pour les victimes. Donc c'est un droit, et cela prend la forme, deux formes principalement, des rencontres condamnées ou détenues victimes, c'est-à-dire des rencontres de 3, 4, 5 victimes, et de 3, 4, 5 auteurs de crimes de même nature, mais qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Il y a un film en ce moment, celui de Jeannery, Je verrai toujours vos visages, qui est un très bon reflet de ce que moi je peux observer. Donc ça, c'est l'une des formes. L'autre forme, ce sont les médiations restauratives, où c'est cette fois une victime ou plusieurs victimes et leur auteur ou leurs auteurs qui sont réunis dans un exercice de réflexion sur ce que le crime fait à la victime, sur la manière dont elle peut être réparée, cette victime, si je reprends le langage, et de ces dispositifs et de ces animateurs qui sont des associatifs, des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et de quelques autres. Et ce sont des dispositifs qui se déploient qu'à un cas, mais qui, là encore, pose une question similaire à celle de la justice transitionnelle. Quand la justice pénale ne suffit pas, ou quand elle n'est pas là, ce qui est souvent le cas pour les violences conjugales ou les violences sexuelles, qu'est-ce qu'on offre comme type de justice? Eh bien, on offre une justice qui fait une place aux victimes, qui fait une place au récit et aux mémoires des victimes, et qui fait une place à l'idée de réparation à la fois de ces individus, des auteurs aussi, et de l'environnement social en règle générale. Ça, c'est pour la définition française. Du côté de la justice transitionnelle, qui revendique, elle aussi, de manière assez explicite, cette justice restaurative, c'est plutôt ce qui est appliqué du côté des commissions de vérité et de réconciliation qui est travaillé, c'est-à-dire, là encore, un principe d'écoute. Les victimes sont
invitées à venir face à cet apanage de personnalités civiles que j'ai évoqué tout à l'heure, elles sont invitées à venir évoquer ce qu'elles ont vécu, et c'est à partir de là qu'une vérité sera construite, et elles auront parfois, c'est le cas dans le cadre du comité de l'amnistie de la Truth and Reconciliation Commission sud-africaine, de la commission de vérité et de réconciliation sud-africaine, où certains dialogues peuvent avoir lieu entre les auteurs et les victimes. Cette forme-là, elle est intéressante, et c'est là-dessus que je veux finir, en vous faisant entrer un petit peu brièvement dans ces mécanismes que j'ai observés. Cette forme-là, elle est intéressante parce qu'elle pense la justice comme la production, certes, d'un récit, mais d'un récit orienté vers les attentes des victimes, et qu'elle se veut une justice qui répare ces victimes. Alors, qu'est-ce que cela fait? Je vous amène directement à une forme de bilan. Qu'est-ce que cela fait? Il me semble qu'il est intéressant, et je rebondis aussi sur ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le trauma, le sanctuaire, le trauma et cette omniprésence du vocabulaire traumatique dans nos univers professionnels respectifs. Ce qui m'intéresse du côté de ces auditions de victimes et de leur ambition restaurative, c'est qu'elles, certes, elles font parler les victimes, elles les font parler abondamment, elles semblent les faire parler de la manière la plus chaleureuse, mais elles leur font parler un langage très particulier. Alors j'essaie de vous faire entrer brièvement, et je me contenterai de ça, dans le cadre de la Commission de vérité et de réconciliation sud-africaine. On est en 1995-1996, 2000 victimes sont entendues, beaucoup d'autres avaient déposé un témoignage écrit. 2000 sont entendus, et qu'est-ce que l'on voit? Et qu'est-ce que l'on voit en particulier dans les images qui seront retenues dans les manuels scolaires, qui sont d'ailleurs retenues dans les manuels scolaires, ou qui seront transposées à ce moment-là et qui le sont depuis? Eh bien, ce sont des victimes qui pleurent. Elles pleurent, toutes pleurent. Leurs corps sont affectés de convulsions, et on les voit profondément affectés par ce récit qui est un récit centré, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les violences physiques subies. On voit des hommes en chaise roulante s'approcher, enfin faire face à Desmond Tutu, le président de la commission, et raconter en larmes ce qu'ils ont vécu. Et on voit surtout beaucoup de femmes noires, beaucoup de femmes relevant de la catégorie de la cible du régime d'apartheid, mais pas que. Beaucoup de femmes raconter ce qu'a été leur vie depuis qu'on a assassiné leur mari ou depuis qu'on a assassiné leur fils. Et ce qu'il est intéressant de regarder, c'est de faire un pas de côté, d'essayer de voir autrement ces choses-là. La justice restaurative, elle pose pour principe que cela répond aux attentes des victimes, de tout raconter, de se livrer à un exercice cathartique, d'expulser la mémoire, d'expulser le souvenir des souffrances. Et donc, le fait de parler de ces souffrances et d'en parler publiquement, ou même peut-être d'en parler à la face de celui qui les a commises, est un exercice libérateur. Sans doute, il est possible que cela soit le cas, indépendamment des effets de retraumatisation qui ont été pointés par certains, mais je vous invite à faire un petit pas en arrière et à regarder, comme moi je l'ai fait de manière un peu insistante, cet exercice autrement. Le langage de la souffrance n'est pas forcément le langage le plus spontané qui soit. Quand on regarde l'ensemble de ces auditions, et quand on regarde dans quel cadre ces auditions et ces écoutes ont lieu, on se rend compte qu'au fond, l'arme de la victime, elle est au moins autant produite qu'elle est le résultat de cette expression spontanée d'une souffrance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle répond à des questions précises. Et j'aurais adoré vous les lire longuement, c'est un poème. Elle répond à des questions précises qui sont des questions tout à fait mécaniques de la part de gens par ailleurs parfaitement bienveillants, qui sont des questions qui portent systématiquement alors sur l'événement violent, mais surtout sur ses conséquences traumatiques. Madame, depuis que votre fils vous a été pris, est-ce que vous dormez bien la nuit? La dame de dire, j'y repense un peu de temps en temps, j'ai des migraines parfois. Madame, êtes-vous allée consulter un psychologue? Donc il y a un ensemble de questionnements qui va centrer le récit, la mémoire des événements, non pas sur le sens de cet événement ou le militantisme de l'enfant ou du mari, ou même le militantisme de la témoin, mais bien davantage sur
cette souffrance analysée à l'aune d'outils qui nous sont familiers, mais qui sont moins familiers aux militants de l'ANC en 1995, qui sont des outils empruntés aux sciences de la psychologie, si je le fais court. Je prends un autre exemple. Derrière ces femmes, si vous voyez quantité d'images, vous verrez toujours une main. Alors je pourrais le faire à ma voisine. Quand vous évoquez un souvenir difficile, mon mari mis à terre, les policiers s'acharnant, détruisant ma maison, ou mon fils mort, ou mon voyage jusqu'à l'hôpital le plus proche pour rechercher son corps, l'émotion est là, c'est certain. Mais le fait d'avoir une main qui vous presse le dos et qui vous encourage à expulser une émotion va encourager ce déversement des larmes. Or, c'est très exactement ce qu'organise la Commission de vérité et de réconciliation en plaçant derrière chacune de ces victimes, surtout des femmes, des psychologues, la même psychologue le plus souvent d'ailleurs, qui va encourager l'expression des émotions. Donc, des questions centrées sur les souffrances qui écartent les considérations de réparation matérielle, des questions centrés sur le soin psychologique, des encouragements donnés au corps pour exprimer des émotions qui sont des émotions placées du côté du trauma et de la souffrance. Je pourrais vous raconter d'autres épisodes où parfois c'est la froideur que les victimes ont souhaité exprimer, et dans ces cas-là on va tenter de les amener à la larme, ou dans d'autres cas encore c'est la colère qu'elles ont voulu exprimer, avec parfois derrière elles un public tout prêt à enchaîner, venu des townships, des quartiers populaires voisins, tout prêt à enchaîner sur cette colère, et là on a une interruption de séquence. Donc ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'il y a bien un effet de la justice restaurative, cela laisse une place à la parole des victimes, incontestablement, cela laisse une place aussi à des conflits, à une opposition à cette contrainte qui est celle de la justice transitionnelle, mais dans le même temps, c'est un cadre d'interprétation, une forme d'encadrement de la mémoire qui pousse ce récit-là, cette vérité subjective des victimes du côté de la souffrance, du côté de la thérapie, pour des raisons très, très faciles à entendre. Quand vous faites cela, vous créez une commune humanité entre la mère du soldat du régime d'apartheid tombé au front et la mère du militant ANC décédé. Donc vous leur créez un patrimoine commun, un lien commun, et vous leur donnez une certaine forme de justice, justice de la reconnaissance, mais reconnaissance si tant est qu'elles se comportent comme de bonnes victimes, c'est-à-dire qu'elles tiennent un discours approprié à ces contraintes politiques. Alors voilà, je voulais juste vous faire entrer un petit peu dans cette scène-là et vous montrer ce qui s'expérimente dans ce cadre de la justice transitionnelle aux côtés d'autres dispositifs, et vous montrer comment, dans ce cadre contraint où se négocie le récit qui est autorisé, que l'on peut prononcer, c'est quand même davantage une mémoire centrée sur la souffrance, et on sait à quel point elle envahit aussi nos univers qui s'expriment là et qui est opportune politiquement. Voilà.